Bonjour, bonjour à tous. Florange, ce nom est devenu un symbole. C'est là que se trouvent les 2 derniers hauts fourneaux de Moselle. Seront-ils définitivement fermés? Réponse dans les semaines qui viennent. Il y a 21 ans, nos caméras s'étaient arrêtées pas très loin de là, à Uckange, autre site de la sidérurgie en Lorraine. Notre reportage racontait l'amertume, le désespoir de ces ouvriers qui voyaient leurs usines fermer les unes après les autres, malgré la mobilisation des salariés et de tous ceux venus les soutenir. Moi qui chante la French Valley depuis 15 ans, je vais vous la chanter en direct, sur les lieux mêmes où ça a été écrit, parce que je l'ai écrit là. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient. 21 ans plus tard, nous sommes donc repartis à Uckange. Que sont devenus ceux que nous avions rencontrés à l'époque? Nous avons retrouvé plusieurs ouvriers et ingénieurs qui témoignaient en 1991. Et vous allez le voir, l'actualité s'est invitée dans la région, dans cette vallée dont l'histoire s'est écrite à l'ombre des hauts fourneaux. Voici la dernière coulée, 21 ans après. « 21 ans qu'il ne rugit plus. Que le silence a envahi la friche. C'était des boules de feu qui sortaient du haut fourneau en haut. Tout en haut là. On les voyait partout dans la région. C'est la première fois que Fabrice l'approche à nouveau d'aussi près. Qu'il peut le respirer, le toucher. Il n'était pas revenu depuis la fermeture. C'était un feu sacrasse. Au pied du haut fourneau rouillé, aux côtés de son fils, l'ancien sidérurgiste peine à retenir ses larmes. Ah, j'ai beaucoup d'émotions. C'est trop, quoi. Ça avait un goût particulier, les hauts fourneaux. C'était dur, mais c'est beau de voir un fourneau couler, sortir de la fonte. Les gens, ils peuvent pas s'imaginer. C'est beau. Une chaleur écrasante, une matière toujours en mouvement. Ici, les ouvriers lorrains travaillaient la fonte comme d'autres couleraient un métal précieux. Les mêmes gestes, transmis de père en fils, pendant plus d'un siècle. Oh la vache. Aujourd'hui, Fabrice accepte de remettre ses pas dans les traces de son passé pour Thomas. Là, ça, c'était le plancher de coulée. Mais ça, on appelait l'autoroute, ça. Ouais, parce que juste que tu vois au tunnel là-haut, ben ça, c'était la rigola crasse. Avec la fonte, elle coulait là, ici. Et s'il fallait y retourner? Aujourd'hui, si l'heure démarre, j'y vais tout de suite. Moi, il m'appelle un jour pour me dire on redémarre le U4, tu viens? Je reviens tout de suite. Mais le U4 ne redémarrera jamais. Quand nous l'avions rencontré la première fois, Fabrice Cruzem y croyait encore. Avec ses frères de fonte, ils se battaient pour sauver leur usine d'Uckange. La direction venait brutalement d'annoncer la fermeture du site. Sans négociation préalable, sans aucune plaidoirie possible. 330 sidérurgistes dont Fabrice allait se retrouver au chômage. Pendant 6 mois, il a hurlé sa rage et son refus. Lui pour qui la sidérurgie était tout. Cette silhouette, les Cruzem la connaissent par cœur. C'est d'abord une histoire de famille. Comme ses 8 frères et sœurs, Fabrice a grandi ici et traditionnellement, à 16 ans, il a pris le chemin de l'usine, au bout du jardin familial. Nous étions jeunes et là. À l'époque, il avait 26 ans. Ils sont beaux, mes oignons. Le bruit des hauts fourneaux, ce Lorrain était né avec. Et vous avez toujours eu envie de travailler à l'usine? Toujours, hein. Ça a été mon rêve, de toute façon. Et j'y ai travaillé, manque de peau, maintenant elle ferme. Pourquoi c'était un rêve? Déjà, peut-être un peu ressembler au père. Et puis, faire un peu comme lui, quoi. Avec la fermeture, il fallait envisager de partir ailleurs.
C'est fort possible maintenant. Où vous irez? Ben, je sais pas, où j'aurai un travail. Hein. Où le devoir m'appelle, comme on dit. Hein. Si un jour on me propose un bon travail, que ce soit dans un autre département ou une région, ben, je partirai. Hein. Il faudra bien... Un jour, il faut couper les ponts, hein, de toute façon. Nous, on bougera plus parce que maintenant, on vit comme des retraités. Hein. Mais c'est les jeunes qui vont s'en aller. Et ça fera gros aux parents, croyez-moi. Hein. 21 ans plus tard, il est toujours à Uckange. Il a bien trouvé des boulots ailleurs. Routier, magasinier, mais impossible de tourner la page. Après des années de vie chaotique, il a préféré retourner couler la fonte dans d'autres usines de la région. Quitte à accepter pendant plus de 15 ans des missions d'intérim. Un sursis qui s'est arrêté en 2008. Aujourd'hui sans emploi, il occupe ses journées à bricoler dans son atelier. C'est mon cocon. Ça veut dire que quand je sais pas quoi faire et que je m'ennuie à la maison ou puis que j'ai un peu les boules, ben je vais en bas, je bricole un peu, je fais quelque chose. Et de la porte de son garage, sur les hauteurs de la ville, il garde un œil sur son haut fourneau à l'arrêt. Là, tu te mets là et puis tu vois bien. La rage est passée, mais pas l'amertume. Pourquoi l'usine d'Uckange a fermé? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, 21 ans après, éventuellement on n'est pas la réponse, c'est un fait. Mais comment que ça se fait que 21 ans après, on nous explique qu'on n'est pas assez fort en France, alors que là on était leader en Europe, numéro 1 européen. On bouffait les Allemands. Les Allemands, ils nous achetaient notre fonte. Ce soir, il fête ses 47 ans. Avec ses parents et Florian, le bébé qu'il tenait dans ses bras à l'époque, devenu père de famille à son tour. Salut mon bébé. Fabrice dit souvent qu'en fermant l'usine, on lui a volé une partie de sa vie. Alors ce soir, il veut partager avec ses fils ce qu'ils n'ont jamais vu, le reportage tourné il y a 21 ans. Ils comprennent hein, que les Lorrains, ils en ont marre de leurs conneries, de leurs bêtises. Qui viennent à te vivre ici, le désespoir que les gens ressentent ici. C'est la première fois qu'ils découvrent leur père dans son élément, dans cette usine dont il leur a tant parlé. On entend le bruit, hein. Écoute ça. Surtout quand ils ouvraient les portes, là. Lui qui ne s'est jamais remis de cette cassure, lit dans leurs yeux une certaine fierté. Et qu'est-ce que t'en penses du boulot que papa y faisait? C'est pas le boulot qu'on fait aujourd'hui. C'est différent. C'est impressionnant, hein. Mais moi, j'arrivais pas à m'imaginer. Là, avec les vidéos, c'est vrai que c'est tout comme tu m'as dit. Bah, comme ça, tu vois que j'ai pas menti. Ça fait drôle. Pour son père aussi, la fermeture avait été vécue comme une déchirure. Il avait fait toute sa carrière à l'usine. C'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est vraiment franchement dégueulasse. Parce que ces gens-là qui nous gouvernent, et ces gens-là qui sont justement là, en train de faire marcher l'usine, qui s'en foutent plein les poches, ils ne regardent pas aux autres. Ils ne regardent pas les autres. Ils s'en foutent. L'ouvrier, pour eux, ça ne compte pas. Ce soir, Jean ne dira pas un mot. Trop douloureux. Moi, je voudrais qu'ils viennent un jour me dire « Maman, j'ai retrouvé quelque chose ». Ça serait ma plus grande joie. Vous ne le mettrez pas boucher, hein, ou vendeur de godasses, hein, comme on dit chez nous. Hein. Lui, c'est l'usine, et puis voilà. L'usine. Elle a marqué au fer rouge tous ceux qui sont passés par là. Ceux qui sont restés comme ceux qui sont partis plus loin, continuer leur vie, jusqu'à Paris parfois. Ça fait un peu tati. Son visage ne vous dit peut-être rien, pourtant il veille sur les vieux jours de chacun d'entre nous. Depuis 2009, Jean-Louis Malice négocie pour la CFDT l'épineux dossier des retraites. D'habitude, j'arrive le premier, je suis désolé. Hein. C'est l'un des 9 secrétaires nationaux de ce syndicat. C'est François qui m'a appelé, c'était aux alentours de Noël. Moi, je ne le prends pas comme un bâton de maréchal, mais plus on s'applique, plus c'est intéressant. Et là, on touche au cœur de
de l'action syndicale. Quand on est capable déjà d'animer une région comme la région de Lorraine, normalement on devrait pouvoir être au bureau national. En plus, il représente une culture professionnelle qui doit être représentée, comme d'autres d'ailleurs ici. Car même loin des hauts fourneaux, et malgré les années qui passent, le syndicaliste sidérurgiste sommeille toujours en lui. Je ne sais pas si c'est prévu qu'elle monte. Disons que j'ai installé ici le premier jour où je suis arrivé. Il faut quand même que je sache d'où je viens. C'est le seul objet, je crois, qui vraiment rappelle mon histoire personnelle, quoi. Mais j'y tiens. À Uckange, Jean-Louis était en première ligne, l'un des leaders du mouvement. Il avait réussi à intéresser la France à ce bout de Lorraine en médiatisant le combat. Comme ce jour-là, avec Bernard Lavilliers. Pourquoi c'est important que Bernard Lavilliers soit chez vous dans cette usine où vous rentrerez peut-être plus d'ici quelques mois? Parce que pour nous, ça veut dire qu'on existe. Il y a des gens qui s'occupent, qui s'intéressent à nous, qui se rendent compte qu'on vit, qu'on a des familles, qu'on a des enfants, qu'on doit vivre. Sur le pont, de jour comme de nuit, pour dénoncer cette fermeture brutale. Des propos qui résonnent tout particulièrement aujourd'hui alors que les fermetures se multiplient. À la limite, on aurait vendu le fonds de commerce de la faute de moulage à un autre pays. Au moins, on le vendait, mais on l'a bradé, on l'a donné à nulle part, on l'a cassé. On l'a pas vendu, on nous a cassé. Dans le train qui le ramène en Lorraine chaque week-end, nous le confrontons à ses souvenirs. Il dit ne pas aimer s'y attarder, mais sa mémoire est intacte. Ce qui est fou, c'est que je me souviens du nom de tous les gens qui défilent. Je me souviens, il y en a que je croise régulièrement encore aujourd'hui dans la rue, quoi. Mais je me souviens de tous les noms. Il n'y en a pas quelqu'un. 330 exactement. Et pas un n'est resté sur le carreau grâce au plan social négocié par les syndicats. Vous considérez ça comme un succès? Non. On ne peut pas considérer que la fermeture d'une entreprise, c'est un succès. C'est un échec. Si l'entreprise a fermé, c'est quand même un échec. On ne peut pas imaginer de l'accepter. On ne l'accepte pas. Alors, puisque l'usine a fermé finalement, et puisqu'à chaque fois la partie semble perdue d'avance dans ses combats, la lutte syndicale sert-elle vraiment à quelque chose? Imaginons que du jour au lendemain, les salariés acceptent que les employeurs décident de fermer telle entreprise, telle autre, et qu'il n'y ait aucune réaction. Que les salariés se retrouvent du jeu. Parce que s'il n'y a pas de réaction, il n'y aura pas de protection sociale, il n'y aura pas de plan de reclassement. Imaginons ça. Vous imaginez une société où les employeurs savent que de toute façon, ils n'auront pas de réaction en face? Aujourd'hui, déjà, avant même la fermeture, ils anticipent un petit peu. Pas assez, à mon avis, trop peu. Mais parce qu'ils savent qu'il y aura des réactions. Si Jean-Louis semble avoir trouvé sa place entre Paris et la Lorraine, que sont devenus tous les autres? Beaucoup sont partis à la retraite plus tôt que prévu. D'autres ont été reclassés dans les usines de la région. Mais leurs emplois ont été à jamais supprimés, comme un peu partout en Lorraine. Car la fermeture d'Uckange n'était qu'une étape. Il y en avait eu d'autres avant, comme il y en a eu d'autres après. Fermeture après fermeture, la Lorraine démantèle son passé industriel ces 40 dernières années. Aujourd'hui, il reste des friches et quelques vestiges métalliques pour se souvenir de ces temps glorieux. Car pour le reste, tout ou presque a changé. Et pour les villes de cette vallée abandonnée, la fermeture des usines a signifié la fin d'une époque, comme à Uckange. Elles étaient, tu vois les deux maisons là, ouais. C'était pile devant la ruelle. Parce qu'on avait aussi filmé la ruelle. Ce matin, Emmanuel Graff recherche des endroits très précis. Des façades, des rues qu'il avait déjà filmées il y a 21 ans au moment de la fermeture. Hein? Non, j'aimerais pas. Les nuages? Ouais, j'aimerais bien les nuages. Quand les caméras de télévision sont parties, cet enfant d'Uckange, lui, est resté. Et depuis, il filme cette ville dont les traces industrielles disparaissent peu à peu. Comme ce café juste en face de l'usine. Un lieu de vie incontournable à l'époque.
Aujourd'hui, le café est fermé, comme une dizaine d'autres. Quand les hauts fourneaux se sont éteints, la ville a été désertée. Et pour Emmanuel Graff, le vrai drame de la fermeture est là. La ville est passée d'à peu près 14 000 personnes à 7-8 000 actuellement. Sur une période de plusieurs années, ça n'a pas été immédiat. Hein. Il a fallu d'abord que les gens ils se retournent, voilà, en fonction de ce qu'ils avaient trouvé comme poste à l'usine ou ailleurs. Ils ont déménagé, quoi. Un peu partout dans la ville, les maisons se sont vidées. Quant aux magasins, la plupart ont baissé leurs rideaux. Difficile d'imaginer aujourd'hui l'effervescence qui régnait avant dans ces rues. Alors pour tenter d'écrire cette histoire, Emmanuel Graff interroge la mémoire des anciens. Il faut essayer 15 jours à l'usine pour qu'il vous prend, il vous prend pas. Il est en plein tournage de son 3e documentaire sur la trace des pères. Ah. Vous connaissez absolument tout le monde. Hein. Ah bah moi, parce que ouais. Personne qui me connaît. Ouais. C'est comme un chef du quartier, tout le monde me connaît. Mohamed Nissouni a 78 ans, dont 35 passés dans les hauts fourneaux. Celui-là, il est en pré-retraite. Celui-là, j'ai toujours. Talbé, il est en retraite. Celui-là, il habite à la Cité Italie. Rojas, il habite là, à côté de chez moi. Celui-là, il est muté à cela. Celui-là, il est mon frère. Des fois, je le raconte comme ça, ce que c'est en vivant, mais les autres... Ce qui désespère cet ancien, ce n'est pas tant la disparition de ses amis que celle de l'esprit du Cange. Celui de la solidarité ouvrière, même en dehors de l'usine. Les plus jeunes le regrettent aussi. Bon, après vous sortez, vous trouvez les copains. Comme son père, bon, il travaille à une autre entreprise. Mais on va sortir dans le quartier, les familles sortent ensemble, et il y a l'ambiance formidable. Une assiette par là, une assiette par là. Mais même ça ne va pas à l'usine, même quand on sort. Pourquoi c'est des métiers, on se bagarre, puis bien on va boire un café, chichi. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, presque on se cache. On n'a pas envie justement d'avoir ces échanges. On n'a pas envie de savoir ce qu'on fait dans la vie. Chacun est dans son coin. Voilà. Chacun fait son boulot. On ne veut pas savoir ce qu'on a chez soi. On ne veut pas montrer ce qu'on a. On a peur de montrer ce qu'on a. Il n'y avait pas ça à l'époque. Vous regrettez cette période? Oui. Pourquoi? Pas la même chose. Fini donc la culture ouvrière. Fini aussi le plein emploi. Aujourd'hui, le chômage flirte avec les 25% et la délinquance a explosé. Ces chaises en bas des HLM ne sont pas là pour bavarder, mais pour guetter. La cité est devenue une plaque tournante de la drogue. Les murs affichent clairement que les gendarmes ne sont pas les bienvenus. Le symbole de cette longue déchéance, c'est la tour. Du temps de l'usine, elle accueillait les ingénieurs et dirigeants. Depuis 20 ans, elle s'est progressivement vidée, livrée aux squatteurs. La situation est telle que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a choisi Ucange comme une de ses premières zones de sécurité prioritaires. Délinquance, chômage, méfiance, le terreau idéal pour faire pousser le ressentiment. Quand l'usine était debout, plus de 25% de la ville votait pour le Parti communiste. Une fois à terre, les Ucangeois se sont mis à voter Le Pen, père, puis fille. Aux dernières législatives, le Front National a recueilli près de 40% des voix. À la mairie, les élus refusent de subir le passé à perpétuité. Gérard Leonardi était déjà adjoint en 91. Désormais maire, il a lancé un SOS à l'État. Avec la nouvelle zone prioritaire, les coups de filet devraient se multiplier contre les dealers. De quoi déplacer le marché de la drogue et protéger enfin ces jeunes. Nous, ça fait 20 ans qu'on les casse. Ça fait 20 ans qu'on les casse. On n'a qu'à casser un petit peu partout. Parce que là, avec tout ce qu'on met en place maintenant, ils iront ailleurs.
Mais donc c'est juste un transfert. Mais on cassera plus ma jeunesse. Mais moi je suis maire du Cange. Je suis pas ministre, je suis pas député, je suis pas sénateur. Je suis maire du Cange. Moi je m'occupe de ma ville. Mais pour donner un nouveau visage à sa ville, le maire sait qu'il faut surtout recréer de l'emploi. Cet ancien dessinateur industriel parie sur un gros chantier, sur les bords de la Moselle, juste à la sortie du Cange. Automatiquement, le fourneau s'est construit à côté d'un port, hein, parce qu'il fallait amener les matières premières. Il n'y a plus de sidérurgie sur le bord du Cange, mais il reste les friches. Et là, on est en train de voir que ces friches peuvent être exploitées et recréer l'emploi qui a été perdu. Avec d'autres élus de la région, il a pour projet de redonner vie à ce port, endormi sous la mousse depuis 21 ans. C'est du dur, hein, c'est du dur. C'est-à-dire qu'ici, il y avait déjà, quand la sidérurgie fonctionnait à plein régime, je veux dire, ce que vous voyez là en face, vous l'aviez ici aussi, les deux côtés. L'idée maintenant, évidemment, c'est plus de faire du vrac, c'est de faire du conteneur. Car les grands ports du nord de l'Europe sont saturés. Impossible de décharger plus de conteneurs, il propose d'être une sorte de base arrière. Le transport fluvial, c'est l'avenir, hein, on le sait. Donc ici, on a eu une halte, une escale, un tampon entre les grands ports comme Anvers hein, et le reste de la France. S'il mise sur le port, c'est que l'activité des quais générera beaucoup d'emplois. 1500 prévus en tout. Beaucoup de manutention, mais pas seulement. Et sur des espaces comme ça, industriels comme ça, on va créer toutes sortes d'emplois. Toutes sortes d'emplois, d'emplois non qualifiés à des emplois qualifiés. Donc pour notre jeune public qui pour l'instant traîne dans les rues parce qu'il ne trouve pas de boulot, ben c'est une opportunité. Alors plus ça ira vite et plus on réglera ce problème de nos quartiers. Les travaux commenceront dans quelques mois. Pendant que le maire gère ses chantiers, d'autres se battent pour conserver ce qu'ils peuvent du passé, craignant qu'il ne soit lui aussi rasé. Vous regardez toujours quand vous arrivez? Et on regarde, ouais, pour savoir s'il est toujours là. Parce que depuis 21 ans, hein, 21 ans que je m'en occupe, bon, tout à fait, c'est un peu mon enfant chéri, si je peux dire. Bernard Colneau a 83 ans et une obsession, laisser une trace du haut fourneau, le U4. La direction de l'époque voulait le faire tomber, mais il s'est acharné à le sauver. 5 ans pour le faire classer monument historique et plus de 10 pour le faire ouvrir au public. Aujourd'hui, la bête est protégée et les visites se multiplient. Là, c'est une classe de 3e d'un collège de la région. Ucange est resté jusqu'en 1991 à produire de la fonte. Parce que c'était avec Boubacar, un autre bénévole, Bernard va guider la jeune génération pour lui transmettre un peu de ce passé industriel. Technologie et savoir-faire. Nous l'avions découvert les yeux rivés sur cet écran qui diffusait un clip vantant les mérites de l'usine. Dans cette spécialité, l'Orfond Ucange est leader en Europe. Bernard Colneau dirigeait la production des hauts fourneaux. Mais il était aussi syndiqué et engagé aux côtés des petites mains de la fonte comme Fabrice. Avec ses camarades, il ne comprenait pas la décision du groupe. Effectivement, nous étions les seuls producteurs en France et très bien placés en Europe vis-à-vis des Allemands, des Italiens et des Anglais. Pourquoi ferme-t-on l'usine alors? Ça, c'est une bonne question. Alors tu vois, on va commencer par le bas. Hein. On va commencer par le bas. Il a, sous ces guêtres là, il a des chaussures de sécurité avec des semelles très épaisses et une semelle intermédiaire acier. Si on continue en hauteur, hein, pardon. Avec cette tenue, il y avait aussi des accidents, des brûlures, parce que c'est. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est ouvert, par exemple, où c'est vraiment ouvert de partout? Alors, c'était pas ouvert, puisque tu vois que le manteau est fermé. Hein? Il était toujours fermé quand il était sur le plancher de coulée en train de couler. Par pneumatique. Nous l'avions laissé un peu abattu. Il a trouvé là une façon de prolonger le vacarme de l'usine. L'échantillon jusqu'au laboratoire. Hein? C'est vivant, quoi. On dit, bon, bah, c'est pas quelque chose qui meurt et puis dont on ne parlera plus, quoi. Hein, c'est vivant. Et c'est pour ça qu'on se bat, moi, que je me bats pour ça.
raconter encore et encore pour que ce monstre de fer ne reste pas un tas de ferraille et pour que les visites aient un supplément d'âme. Si c'était quelqu'un de l'extérieur, on n'aurait pas les mêmes points de vue parce que quand on vit la chose, on a toujours plus à apporter, plus de détails que quand c'est quelqu'un de l'extérieur. Là, il a vraiment pu voir tout ce qui s'est passé, comment. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre, il va se baser sur des informations qu'on lui donne. Une fois rentré chez lui, il continue de le veiller. Mais s'est-il résigné à la fermeture? 21 ans après, Bernard, vous comprenez pourquoi on a fermé l'usine en 91? J'allais dire que c'est normal, justement, dans l'optique de la mondialisation et de recherche du bénéfice le plus important. Malheureusement, c'est normal, malheureusement, parce que ça se fait au détriment d'un certain nombre de personnes qui du jour au lendemain, se trouvent complètement mis dehors, mis à la casse, presque. Une fin qu'il craint de revivre par procuration. Car à quelques kilomètres de là, la malédiction des hauts fourneaux semble se répéter. Cette fumée, c'est le signe qu'il résiste encore. Mais les hauts fourneaux de Florange sont en sursis. 15 mois que Florange est au cœur de l'actualité sociale. 15 mois que les sidérurgistes attendent de savoir si les machines repartiront ou pas. Ce matin, ils ont décidé de bloquer un poste stratégique de leur usine. Le premier poste de contrôle. C'est le début de la chaîne, donc je pense que c'est le plus important de l'usine. Parce que derrière nous, tout le monde attend derrière sur nous, sur notre travail. La direction qui vient. Et comme à chaque action des syndicats, la direction demande à connaître le pourquoi, même si elle le sait très bien. La revendication. Ce qu'on demande, c'est le redémarrage de la filière liquide. Parce que sinon, c'est la mort du site. Vous pensez qu'avec des actions comme ça, vous contribuez à renforcer les points forts de Florange? Je suis désolé, je ne partage pas votre avis. On n'est pas des casseurs, nous. On n'est pas des voyous. Aujourd'hui, on se bat pour avoir du travail. C'est grave. Avant, moi, je me rappelle, je suis délégué, ça fait 35 ans que je suis délégué. Avant, on se battait pour des augmentations de salaire. Aujourd'hui, c'est pour travailler. C'est fou quand même, c'est dingue quand même, non? Si Jean-Luc Gretz est particulièrement remonté, c'est que cette fermeture a pour lui un goût amer de déjà-vu. Comme une dizaine d'autres, il était déjà à Uckange il y a 21 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien après à Florange. Dunkerque, Fosse, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont assez leur problème. Il n'y a plus rien. Vous fermez Florange, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens demain? Donc c'est encore pire que Uckange? C'est pire, bah oui, c'est pire que Uckange. Déjà, Uckange, c'est déjà dramatique de fermer Uckange. Mais là, c'est encore plus dramatique parce que là, il n'y a plus rien du tout. Personne ne sait si les hauts fourneaux trouveront un repreneur. Si le combat perdu à Uckange sera gagné ici. Alors, pour souffler un peu, ils se sont donné tous rendez-vous à l'extérieur de l'usine. Pour venir accueillir un fidèle de l'acier qui a décidé de venir en Lorraine les soutenir, comme il l'avait déjà fait en 1991. Bernard, qu'est-ce que tu sauves quand tu reviens dans la région? Je sauve mon enfance, puis je sauve ces gens-là, je veux dire. Moi, je viens de l'Acier, pas de cette région-là, mais je viens de Saint-Étienne, c'est la même chose. Donc, ils m'ont demandé de venir. Quand on chante French Valley, tu vois, on revient le chanter là, sinon ça fait plus la vie. Et un petit sœur au blanc manteau. Et pour le symbole, Bernard Lavilliers était venu chanter au pied du haut fourneau, désormais musée. Bien non grand chuté du désespoir, bien non visité, mais l'âme noire. Cette fois-ci, c'est le très médiatique Édouard Martin qui l'accueille. Heureux de te revoir une nouvelle fois. Je trouve que le fait de revenir encore et d'insister, et qu'il y en a qui ont certainement des solutions, et que c'est seule la pression des gens qui sont ici qui les feront passer, parce qu'autrement, si tout le monde s'en fout, sinon lui va se dire, ma foi, ils sont bien sympathiques ces Français. Sa French Valley, Bernard Lavilliers ne la reconnaît plus. C'est tiré en 20 exemplaires. Hein.
vous la mettre sous verre. D'accord. C'est pour vous. Ah, super. Ça, c'est ma... Alors il est venu leur offrir les paroles d'une autre chanson. Un texte écrit 10 ans après la fermeture du Cange. En plus, c'est très beau. Les mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien. Moi, il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi je coûte moins cher. Moi que quand je travaillais, moi d'après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien. Moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Alors que le gouvernement doit trouver un repreneur avant la fin du mois, et alors que les Floranges s'accrochent à leur usine, le haut fourneau du Cange semble les saluer, comme pour une dernière veillée au flambeau. Avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Xavier Mathieu, bonjour. Bonjour. Votre visage, les téléspectateurs le connaissent bien. Vous avez été l'une des figures emblématiques des Conti, les salariés de Continental. Votre usine a fermé en 2009. Vous avez été licencié comme les 1119 salariés de cette usine. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va comme la grosse majorité de mes collègues, c'est-à-dire pas très bien, puisque aujourd'hui, sur 1120 personnes, il y a à peu près 260 CDI et à peu près 80, il y a eu 80 créations d'entreprises, dont 20 qui ont fait faillite, c'est-à-dire qu'il y a 320 personnes qui ont un emploi stable. Sur 1120, ça fait, au niveau du reclassement, il y a quand même des progrès à faire. C'est une catastrophe, quoi. Alors, avant de poursuivre cet entretien, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un film. Putain, comment je fais, moi, pour nourrir mes gosses, hein? Vous rêvez, là, franchement. C'est toi qui rêves. Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Ouais, vas-y, dis-moi ce qui va se passer. Toute seule à Paris, tu vas te faire détruire, ma pauvre. Il y a que dans le collectif qu'on gagne les choses. Nous, les faibles, on n'est rien sans la force collective. Exactement, il a raison. Bravo. Le collectif. Tu vas aller à Paris toute seule pour essayer de sauver ta petite peau, là? Mais tu seras encore plus perdante. Et du coup, tu vas rien faire pour les autres. Bah, on verra. Mais oui, on verra. Bah ouais, on verra. Ouais, on verra. Alors, on vient de vous découvrir acteur dans ce film La part du gâteau. C'est votre nouvelle activité. Et pourquoi le cinéma ? Parce que c'est le cinéma qui est venu à moi, c'est pas moi, j'ai jamais rêvé de faire ce métier, à aucun moment de ma vie. Et c'est tombé un hasard où Cédric Lapiche était devant sa télé, où je me suis retrouvé en débat. Réalisateur, oui. Voilà, je me suis retrouvé en débat face à l'immonde Frédéric Lefebvre, où je suis un peu rentré dedans. Et... On vous laisse la responsabilité de vos adjectifs. Il n'y a aucun problème, j'assume. Et Cédric Lapiche avait besoin d'un syndicaliste pour jouer dans son film, et il s'est dit, c'est lui qu'il me faut. Et il a beaucoup insisté pour, et je regrette rien, parce que c'est un métier magnifique, même si c'est un des métiers les plus précaires, les plus népotiques et les plus difficiles d'entrée qui existent. C'est quand même incroyable. C'est de se retrouver cramé dans le métier où je me suis battu pour essayer de sauver mon entreprise, et me retrouver dans un métier très très compliqué, quoi. Dans le reportage qu'on vient de voir là sur les hauts fourneaux, sur la sidérurgie, on sent une fierté des ouvriers d'avoir travaillé dans... Quand on voit l'amour du métier de ces mecs, mais comment ça ne peut être que des parasites et des salopards pour se séparer des mecs pareils, parce qu'ils ont un amour de leur métier. Ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur santé, ils ont bouffé de la poussière toute leur vie. Ils se sont retrouvés, ils ont mis leur peau, leur santé à des milliers de degrés. Ils ont flingué une partie de leur couple, parce que les 3-8, ça flingue les couples. C'est ça qui est incroyable, c'est que de voir des gens aimer autant leur métier, s'être sacrifiés autant pour leur métier, pour leur usine. Et quand on voit le résultat... Alors justement, l'actualité, c'est le site de Florange, les 2 derniers hauts fourneaux de Moselle, qui pourraient être fermés début décembre, s'il n'y a pas de repreneur. 600 emplois supprimés. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, par rapport à l'expérience que vous avez vécue? Malheureusement, c'est toujours la même chose. C'est des entreprises qui sont dans des groupes, qui sont vendues les 3/4 du temps à des parasites qui ne cherchent qu'à une chose, pas à faire vivre des gens, pas à faire vivre une entreprise, mais à faire le maximum de blé sur le minimum de temps. Et en général, les entreprises sont achetées, ça dure 2-3 ans.
On va au fond des machines, on répare pas les machines, on les change pas, on fait baisser les salaires des gens jusqu'à les pomper et on ferme les usines. Et je pense que, sincèrement, le jour, il y a des lois qui pourraient être faites. Et le jour où on calculera les raisons économiques des fermetures d'usines sur les groupes et pas sur les usines, ça changera beaucoup. Parce que le problème, c'est que, en général, toutes les usines qui ferment, dans les 6 mois ou les 1 an qui précèdent, la production se casse la gueule, ces gens-là fracassent les carnets de commandes pour, au bout du compte, dire que l'usine n'est pas rentable. Sauf que ce n'est pas le cas. Ils font volontairement dégrader la production. Vous décrivez un scénario, mais par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience, de votre combat? Il y a une chose qu'il faut que tout le monde comprenne et sache. La seule personne qui est capable de défendre sa peau le plus correctement possible, c'est vous-même. Ne confiez votre peau à personne d'autre qu'à vous-même, ni aux politiques, ni aux directions syndicales, ni à personne. Battez-vous pour vous-même, restez ensemble, parce que c'est la seule façon de gagner. Si on se divise, on est mort. Vous êtes toujours en colère aujourd'hui? Ouais, je suis en colère. Vous savez, quand je vois la une du Parisien où Montebourg fait le barbeau avec sa marinière, il faut quand même qu'il sache. Alors peut-être il sait pas. Le ministre du redressement. Le ministre du redressement productif, celui qui dit qu'il veut sauver les entreprises. Il faut quand même qu'il sache que dans le même temps, il y a le ministère du Travail qui valide les raisons économiques de Continental. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a à peu près 650-700 Continental qui sont au prud'homme pour contester les raisons économiques du licenciement. Ils vont y aller avec un ministre du Travail qui a validé les raisons. Donc voilà, vous avez en même temps des gens qui vous font un discours en vous disant que les fermetures d'usines, c'est scandaleux, et en même temps, ils valident les raisons économiques. Ils donnent raison à Continental d'avoir fermé, alors qu'il y a un rapport d'expertise comptable qui est affligeant pour dire que l'usine de Continental à Clermont ne devait pas fermer. Mais pour Gandrange, pour Florange, pour Philips Dreux, pour les Molex, pour New Fabrice, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est du profit, du profit, du profit, du profit. Vous, en tant qu'homme, vous voyez comment votre avenir? Moi, je sais pas. Vous savez, si j'avais pensé à ma peau le 11 mars 2009, quand l'usine a fermé, j'aurais jamais pris le micro et je me serais jamais battu pour les autres. Mais j'ai passé ma vie à me battre pour les autres et je continuerai. Mon avenir, il sera ce qu'il sera. Je sais pas. Le cinéma, aujourd'hui c'est le cinéma. Demain c'est plus le cinéma. Je m'en fous. Je ferai autre chose. Moi, il y a une chose que j'ai envie. Je vais vous dire franchement. J'ai envie demain, même au SMIC, de faire un métier où je me lèverai le matin et je serai content d'aller travailler, où je commencerai mes semaines le lundi en ne me disant pas vivement vendredi. J'ai envie de faire un métier qui me plaît, que ça soit, écoutez, je sais pas, plombier, menuisier, comédien, n'importe quoi, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. J'ai plus envie j'ai passé 25 ans de ma vie à faire un boulot qui servait à rien. Moi, écologiste, j'ai fabriqué des pneus, quelque chose qui est un des plus gros polluants de la planète. J'ai pas eu l'impression d'avoir servi à grand chose. Aujourd'hui, j'ai envie de servir à grand chose, quoi. J'ai envie de servir à quelque chose. À quelque chose, ouais. Merci voilà. Xavier Mathieu d'être venu répondre à nos questions sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. La semaine prochaine, retour sur ces Français qui veulent à tout prix être propriétaires et qui se retrouvent parfois piégés par un promoteur qui fait faillite ou un constructeur qui multiplie les malfaçons. 4 ans après, comment les choses ont-elles évolué? Tout de suite un extrait. Ils avaient choisi Mency, une petite ville au sud de Paris. C'est là que Jean-Luc et sa femme Sandrine ont décidé de faire construire leur première maison. C'était il y a 4 ans, mais aujourd'hui encore, ils doivent s'équiper de bottes en caoutchouc pour rentrer chez eux. Sur leur terrain, au lieu d'une maison, ils sont propriétaires d'un trou en parpaing et d'un jardin en friche. Ils avaient pourtant fait appel à une grosse entreprise de construction qui a presque un siècle d'existence. Voilà, une maison. Belle maison, on va dire, enfin... Simple en soi. Oui. Un rez-de-chaussée, un étage, et puis on le voit pas, mais le sous-sol. Mais on n'est pas arrivé au rez-de-chaussée. Le chantier a été arrêté car le constructeur a commis une erreur de débutant. Les fondations n'ont pas été creusées assez profondément et la maison se retrouve 1 mètre plus haut que prévu. Anne-Marie Dougnot est l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme. C'est elle qui a fait contrôler le chantier. Elle se rend compte qu'à la fin des travaux, la maison aurait mesuré 7 mètres de haut, au lieu des 6 maximum qu'autorise le plan local d'urbanisme. Quelles auraient été les conséquences si la construction avait été menée à son terme? Nous étions en droit de demander à ce qu'elle soit redescendue à la hauteur légale. Donc détruite finalement? Ben oui.
propriétaires d'une maison illégale. Une catastrophe pour Sandrine et Jean-Luc. Ils ont dépensé toutes leurs économies dans ce projet et ont en plus emprunté 210 000 € à la banque. Vous payez combien par mois pour cette maison aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, 300 €. Enfin, pour cette maison, hein. Pour cette ruine, j'ai envie de dire. C'est la fin de cette émission. Restez en contact avec nous grâce aux réseaux sociaux et notre adresse france2.fr. Très bon après-midi sur France 2. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages, rendez-vous sur france2.fr.